3 petites minutes, c'est tout ce qu'il a fallu pour faire vaciller un demi-siècle de hiérarchie européenne. Olaf Scholz, fidèle à sa partition, venait de livrer sa traditionnelle démonstration de puissance allemande. Une allocution calibrée marquée du sceau de la supériorité. Dans son esprit, la France allait comme toujours hocher poliment la tête, un scénario bien rodé, mais cette fois la pièce ne s'est pas déroulée comme prévu. Sans prévenir, Sébastien Lecornu s'est levé, et ce qu'il a prononcé ensuite a gelé chaque regard figé, chaque respiration dans la salle du Conseil européen. Ce n'était ni une pique polie, ni une objection bien élevée. C'était un coup de tonnerre, la France ne baissait plus la tête. Berlin n'était plus le centre de gravité incontesté. Scholz, qui pensait tenir les rênes du débat, venait en fait de tomber dans son propre piège. À Bruxelles, dans l'enceinte feutrée du Conseil, l'ambiance, ce matin-là, n'avait rien d'ordinaire. 27 leaders étaient là officiellement pour parler finances. Mais dans les couloirs, on murmurait autre chose, un face-à-face imminent entre deux visions de l'Europe. D'un côté, la rigidité budgétaire allemande, de l'autre, l'agilité stratégique française. Le choc promettait d'être frontal. Scholz était arrivé sûr de lui flanquer de ses conseillers, persuadé que l'arithmétique économique ferait une fois encore pencher la balance en sa faveur. Ce qu'il ignorait, c'est que Lecornu avait minutieusement affûté ses armes depuis des semaines. Le chef du gouvernement français n'était pas là pour discuter, encore moins pour céder. Il était venu changer les règles. Et pendant que tout le monde se concentrait sur les graphiques et les chiffres, un homme peut-être le seul souriait en silence, Emmanuel Macron. Le duel ne tarde pas à s'ouvrir. À peine la session entamée, Scholz prend le micro avec sa prestance coutumière. Sa voix tranquille mais pétrie de supériorité flotte dans la salle. C'est le ton de celui qui, porté par les chiffres de son économie, pense avoir toujours raison. « Mes amis européens », commence-t-il comme s'il s'adressait à des enfants turbulents, « l'Union traverse des vents contraires. Il est temps de revenir à la vertu rigueur budgétaire, discipline économique. Le décor est planté. Scholz déroule son menu habituel, attaque contre les déficits français, mépris, voilé pour les politiques de relance et en dessert la sainte austérité allemande. Derrière chaque mot, un seul message, sans la stabilité germanique, l'Europe chancelle. Sûr de son effet, Scholz se croit maître du jeu. Mais la suite le prend de court. À la surprise générale, Lecornu ne mord pas à l'hameçon. Il reste impassible, note tranquillement et scrute la salle avec calme. Puis quand le chancelier conclut son exposé avec satisfaction, la voix du Français s'élève douce mais glaçante. « Avez-vous terminé, monsieur le chancelier ?» Pas un mot plus haut que l'autre, mais la pièce frissonne. Dans cette question se cache un défi. Scholz perd un instant ses repères. Lentement, Lecornu se lève, saisit ses feuilles avec une précision chirurgicale et annonce « Je souhaiterais apporter une réponse à ces remarques. » Et là, en quelques minutes, l'équilibre va s'écrouler. « Monsieur Scholz !» attaque Lecornu, son ton aussi calme qu'une mer d'huile. « Vous vantez la discipline budgétaire avec ferveur. Venant d'un pays dont la richesse repose sur les failles de ses voisins, c'est presque attendrissant. » Premier coup, et il frappe fort. La salle stupéfaite retient son souffle. Un tel ton envers l'Allemagne du jamais vu. Mais Lecornu n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il poursuit implacable. Tout en tirant un dossier de sa sacoche, il continue. « Permettez que je vous rafraîchisse la mémoire avec quelques données que votre équipe a visiblement laissées de côté. » Il lève une feuille comme un juge brandissant une preuve. L'Allemagne engrange un excédent commercial annuel de 300 milliards. Et savez-vous d'où vient ce trésor de vos voisins qui consomment vos produits? Scholz tente de reprendre la parole, mais les échanges... Mais Lecornu lui coupe l'herbe sous le pied. « Pas d'interruption, je vous prie. Cela fait des années que nous subissons vos leçons. Aujourd'hui, vous écoutez. Le climat change brutalement. On ne joue plus à la diplomatie feutrée, on entre en terrain miné. Votre prétendue vertu économique, monsieur Scholz, c'est un égoïsme soigneusement emballé dans du papier moral. Vous vendez des sermons d'austérité à vos voisins pendant que chez vous, vous bradez les conditions sociales pour rester compétitif. Vous dénoncez nos déficits parfaits, mais vous vivez grassement grâce à notre consommation. Et là, Lecornu touche une corde sensible. Les regards dans la salle changent. Certains dirigeants le fixent, mi-fascinés, mi-inquiets.
Ce qui se joue n'est plus anodin. Mais le sommet de l'absurde dans votre grande leçon de morale, continue-t-il sans relâche, c'est votre stratégie énergétique. Vous nous parliez d'indépendance européenne pendant que vous dérouliez le tapis rouge à Nord Stream pour engraisser Vladimir Poutine. Et là, le choc est total. La salle se fige, c'est comme si l'air venait de se vider de tout son oxygène. Scholz pâlit. « Monsieur Lecornu, ce que vous dites est une... » « Une quoi ?» l'interrompt le Premier ministre, les yeux rivés sur lui. « Une déformation de quoi exactement votre dépendance aux hydrocarbures russes, votre inertie militaire face à l'Ukraine, ou peut-être votre indulgence constante envers le Kremlin ?» Scholz tente de reprendre pied. L'Allemagne a toujours... Mais Lecornu ne lui laisse pas le luxe de terminer. « L'Allemagne a toujours mis ses profits avant le bien commun européen, tranche-t-il. Et maintenant, vous venez poser en modèle de vertu, laissez-moi rire. C'est tout bonnement grotesque. » L'ambiance dans la salle est devenue incandescente. Les interprètes, débordés par le rythme infernal, peinent à suivre. Les caméras clignotent comme de partout, capturant chaque mot, chaque froncement de sourcils. Et Lecornu. Toujours implacable, il poursuit son offensive comme s'il venait à peine de commencer. « On continue, monsieur le chancelier. On parle un peu de votre passivité dans la crise migratoire, ou bien de votre incapacité chronique à soutenir l'Italie et l'Espagne, à moins que vous ne préfériez discuter de votre veto permanent sur la défense européenne. » Scholz tente un dernier baroud d'honneur. Ses propos sont... Mais Lecornu, implacable, le coupe net en agitant un épais dossier. Parfaitement documenté. Ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits. Vous voulez que je lise les rapports de la Commission, ou je laisse nos collègues italiens et espagnols vous rafraîchir la mémoire. Lecornu n'a même pas besoin d'insister. Le chef du gouvernement italien hoche la tête, celui d'Espagne le suit aussitôt. Et dans un éclair de lucidité, Scholz comprend qu'il n'a plus personne derrière lui. Ses fidèles d'hier viennent de changer de camp. Lecornu reprend la parole. Son ton n'est plus seulement ferme, il est glacial, presque clinique. Monsieur le chancelier, votre erreur fondamentale, c'est de confondre autorité et domination. Un véritable leader inspire confiance. Vous vous inspirez la peur. Un chef unit les forces. Vous les divisez. La salle est figée, presque en état de choc. Jamais, au grand jamais, un haut responsable français n'avait défié Berlin de cette manière. Scholz, qui régnait habituellement par le poids de ses chiffres, semble cette fois incapable d'articuler la moindre riposte. La France est lassée de votre morgue, lâche alors Lecornu chaque mot comme une gifle. Marre de vos sermons constants, de votre ton condescendant, de votre fausse générosité, emballée dans l'arrogance. Le mot est lâché. Arrogance, dans la bouche d'un Premier ministre face à un chancelier allemand. C'est un séisme, un terme que personne n'avait osé employer depuis des décennies. Vous voulez jouer les professeurs d'économie parfaits, mais dans ce cas, commencez par rendre vos copies. Un vrai budget européen, vous en avez peur? Allez-y, signez-le. Participez à la transition écologique au lieu de la ralentir. Et cessez de nous dire quoi faire, montrez donc l'exemple pour une fois. Scholz, dos au mur, tente de relancer le match. L'Allemagne verse davantage que... Mais Lecornu lui coupe l'élan d'un revers sec. Vous versez là où ça vous arrange. Vous ne financez pas l'Europe, vous investissez dans votre suprématie. C'est du calcul, pas de la générosité. Puis, se tournant vers l'Assemblée entière, Lecornu lâche une bombe rhétorique. « Mes amis, ouvrez les yeux. Dès qu'on ose remettre l'Allemagne en question, on nous traite d'ingrats. Mais l'Europe n'est pas une œuvre caritative allemande. C'est une aventure collective entre égaux, pas entre maîtres et disciples. » Ce qui suit dépasse toutes les attentes, la salle explose en applaudissements. Lecornu lui-même semble surpris. Les premiers à se lever sont les dirigeants de l'Est, bientôt rejoints par ceux du Sud. Une marée politique se lève. Même dans les rangs proches de Berlin, quelques applaudissements timides résonnent. Scholz, figé, ne sait plus où poser son regard. Son visage trahit un mélange de rage contenue et d'incompréhension totale. Jamais, depuis son arrivée au pouvoir, il n'avait été publiquement désarmé de la sorte. Lecornu s'assoit lentement, le calme revenu sur son visage.
Monsieur Scholz, l'époque où l'Allemagne imposait ses règles à l'Europe est close. Nous sommes disposés à avancer ensemble, mais plus jamais sous la contrainte. Un silence massif tombe, puis petit à petit les conversations reprennent, mais chacun sait qu'un moment historique vient de se produire. En 3 minutes, l'équilibre du continent a changé. Très vite, l'onde de choc devient visible. Dès les premières heures, les délégations européennes forment un cercle autour de l'écornu, comme autour d'un général après la bataille. Le chef du gouvernement italien s'approche, lui serre la main avec gravité. Il fallait bien que quelqu'un dise tout haut ce que tout le monde pense à Berlin. Le Premier ministre espagnol enchaîne « On attendait ce moment depuis une éternité ». Même les pays scandinaves, pourtant alignés depuis toujours sur l'Allemagne, prennent leur distance. Le Danois discret se penche vers l'écornu et murmure « Ce que vous venez de faire, c'est libérer la parole de tout un continent ». Pendant ce temps, du côté allemand, c'est la sidération. Le visage fermé, les membres de la délégation cherchent désespérément à colmater les brèches, mais il est trop tard, l'impact est déjà global. Pour la première fois depuis la réunification allemande, Berlin se retrouve isolé, marginalisé dans une enceinte européenne. Et les médias s'en emparent, comme d'un trésor tombé du ciel. ARD titre sans détour « Scholz humilié à Bruxelles ». BBC parle d'un tournant historique entre Paris et Berlin. Der Spiegel célèbre le retour de la France sur le devant de la scène. Mais c'est Politico qui résume le tout avec une formule implacable « Le cornu a renversé la table européenne ». Sur les réseaux, c'est l'embrasement. Le hashtag « Le cornu VS » grimpe en flèche, devient viral à travers tout le continent. En quelques heures, les vidéos de l'échange font le tour du web visionnées par des millions d'internautes. Les commentaires affluent. Enfin, quelqu'un qui ne baisse pas les yeux devant Berlin, le cornu nouveau patron de l'Europe. Scholz ridiculisé par la France. La toile a parlé et elle est catégorique. Dans les coulisses du pouvoir européen, c'est l'agitation générale. De Rome à Madrid, en passant par Varsovie, les messages de soutien à Paris affluent. Un diplomate italien glisse « Le cornu a simplement dit à voix haute ce que tout le monde murmurait depuis des années. » Mais à Berlin, c'est la stupeur. Personne ne comprend comment une offensive d'une telle précision a pu être montée dans l'ombre. Le dossier que le cornu agitait, d'où venait-il ? Les services de renseignement allemands sont sur les dents, une cellule spéciale est même mobilisée pour décortiquer cette débâcle. Du côté de l'Élysée, l'ambiance est tout autre, c'est la jubilation discrète. Macron, resté en retrait pendant l'échange, se félicite en privé. Sébastien a été magistral. Il vient de prouver que la France sait encore créer la surprise sur la scène internationale. Et autour de lui, on le sait déjà, ce sommet ne sera pas qu'un souvenir, c'est le point de départ d'un nouvel équilibre diplomatique. À peine quelques semaines passent, et déjà l'effet Le Cornu se fait sentir sur les rouages européens. Des dossiers bloqués depuis des lustres se débloquent comme par magie. Le fonds de défense européen, longtemps étouffé par les réticences allemandes, est soudain remis sur la table. Quant à la taxe carbone aux frontières freinée par Berlin, elle fonce désormais à toute allure vers son adoption. Ce que des années de palabres n'avaient pas réussi à faire, Le Cornu l'a obtenu en 3 minutes chrono. Il n'a pas seulement remis l'Allemagne à sa place, il a débloqué l'Europe. Mais le plus spectaculaire dans tout cela, c'est Le Cornu lui-même. Hier encore, c'était un haut fonctionnaire discret, peu médiatisé, cantonné aux coulisses. Aujourd'hui, le voilà propulsé au rang de figure incontournable sur la scène européenne. Sa capacité à faire vaciller la première puissance du continent a sidéré jusqu'aux plus sceptiques. Le Cornu n'est plus un simple ministre, il est devenu un symbole. Le choc traverse toutes les capitales comme une onde sismique. À Rome, la première ministre Giorgia Meloni convoque d'urgence son état-major. « Ce que nous venons de vivre est un point de bascule », déclare-t-elle. Le Cornu vient de faire exploser le tabou. Il a dit ce que personne n'osait plus dire à Berlin. Son ministre des Affaires étrangères enchaîne avec enthousiasme. « Si Paris ose secouer l'ordre établi, alors nous aussi, il est temps d'imposer notre agenda. » À Madrid même, ambiance. Pedro Sánchez, étouffé depuis des mois sous la pression allemande sur la rigueur budgétaire, respire enfin. Quelqu'un vient de crier que l'empereur est nu, glisse-t-il à ses ministres avec un sourire amer.
Scholz nous traitait comme des subordonnés. Le cornu vient de lui rappeler qu'on est partenaire, pas pantin. Et à Varsovie, on exulte. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki ne cache plus sa jubilation. L'arrogance allemande vient de prendre un uppercut dont elle ne se remettra pas, lance-t-il devant son cabinet. Ce que nous tentons depuis des années, le cornu l'a fait en 3 minutes remettre Berlin à sa place. Même Viktor Orban, le trublion de l'Union européenne réputé pour ses bras de fer constants, avec Bruxelles, a salué l'intervention du Français. Ce que le cornu vient de prouver, analyse-t-il froidement, c'est qu'on peut défier l'Allemagne de l'intérieur sans quitter le navire européen. Et il conclut presque admiratif, une masterclass de stratégie politique continentale. Mais c'est à Prague que le séisme diplomatique trouve peut-être son écho le plus inattendu. Le Premier ministre tchèque, jusqu'ici modèle de retenue vis-à-vis de Berlin, brise enfin le silence. Lors d'une conférence de presse tendue, il lâche « Monsieur le Cornu a dit tout haut ce que beaucoup d'entre nous murmurent depuis longtemps ». Puis plus frontalement, l'Allemagne ne nous considère pas comme des partenaires égaux, mais comme un marché captif. Ah, à Berlin, c'est la panique feutrée. Les murs de la chancellerie d'habitude, 6 sur 2, résonnent de questions sans réponse. Les conseillers de Scholz abasourdis n'en reviennent pas. Comment avons-nous pu nous faire prendre de vitesse à ce point? L'un finit par lâcher la gorge serrée. On les a sous-estimés. Le cornu préparait ça depuis bien plus longtemps qu'on ne l'imaginait. Les services de renseignement allemands, eux, s'activent dans l'ombre. D'où sortaient ces chiffres précis? Ces détails confidentiels sur les accords commerciaux et énergétiques. Une cellule spéciale est lancée pour décortiquer chaque mot, chaque feuille du fameux dossier brandi par le cornu. Le patron du renseignement grave résume la situation. Ce n'est pas un ministre ordinaire, c'est un stratège et il est temps de revoir de fond en comble notre manière d'aborder la France. Dans la presse allemande, le malaise devient officiel. Der Spiegel titre la gifle reçue par Scholz. Die Zeit parle carrément de la fin de l'ère allemande en Europe. Et même Bild, pourtant si peu prompt à se remettre en question, admet le cornu a marqué des points. Les éditorialistes à contre-cœur s'accordent. Nous avons cru que notre puissance économique suffisait à tout justifier. Mais ce que le cornu vient de démontrer, c'est que la diplomatie, elle ne répond pas aux mêmes règles. Mais ce qui déstabilise le plus Berlin, ce n'est pas l'attaque de l'écornu, c'est la trahison silencieuse des amis d'hier. Les Pays-Bas, fidèles alliés économiques, s'éloignent soudain de l'orbite allemande. En coulisses, Mark Rutte lâche cette phrase glaciale « Scholz a franchi la ligne. Trop de suffisance, trop peu d'écoute. Il méritait d'être remis à sa place et le cornu l'a fait. Même l'Autriche, historiquement arrimée à Berlin par ses liens commerciaux, commence à froncer les sourcils. » Le chancelier autrichien lâche publiquement « Il n'est plus possible que l'Allemagne se comporte comme le législateur officieux de toute l'Europe. » À la chancellerie allemande, on comprend enfin « L'isolement n'est plus une hypothèse, c'est une réalité. » Et c'est inédit depuis des générations. L'affaire dépasse vite les frontières européennes. BBC diffuse un documentaire spécial sur l'humiliation de Scholz. CNN décortique les nouvelles dynamiques entre Paris et Berlin. Même Fox News, habituellement indifférente aux affaires européennes, titre ironiquement La France, claque la porte au nez de l'arrogance allemande. The New York Times publie une tribune percutante. Le cornu réinvente la diplomatie à la française. Et The Washington Post frappe fort avec ce titre choc 3 minutes qui ont reconfiguré l'Europe. Boosté par ce buzz médiatique mondial, la stature de Le Cornu prend une autre dimension. Dans les universités américaines, on décortique déjà l'épisode en cours de diplomatie. À Harvard, un professeur commente « Le Cornu vient de prouver qu'un cerveau bien affûté peut faire plus qu'un PIB XXL. » Au MIT, ce n'est pas le fond qui impressionne, c'est la forme. Un expert analyse « Sa gestion de l'image, du timing, de l'attention », un bijou de communication politique. Ce qui devait être une démonstration d'autorité s'est transformé en leçon reçue. Les conséquences économiques n'ont pas tardé à apparaître. Dans les jours qui suivent, l'échange tendu, l'euro progresse face au dollar porté par une perception d'une Union européenne plus équilibrée, moins dépendante d'un seul État membre.
Les marchés accueillent favorablement ce qu'ils considèrent comme un signe de stabilité et de cohésion renforcée. Les marchés attendaient un signal de rééquilibrage, analyse un expert financier à Londres. L'intervention française redonne du souffle à l'idée d'une Europe plus harmonieuse. À Paris, l'indice boursier grimpe. Certaines entreprises françaises voient dans ce repositionnement une opportunité pour repenser leurs rapports économiques avec l'Allemagne. Cette prise de parole renforce notre capacité à agir, déclare le dirigeant d'un grand groupe industriel français. À Francfort, l'ambiance est plus prudente. Plusieurs entreprises allemandes expriment leur inquiétude face à l'évolution du paysage européen. Des représentants du secteur privé sollicitent rapidement des échanges avec les autorités pour anticiper les répercussions. Il est essentiel de s'adapter à cette nouvelle configuration, commente un dirigeant bancaire allemand. Au sein des institutions européennes, les répercussions sont immédiates. La Commission européenne, souvent alignée sur la position allemande, montre quelques signes d'ajustement. La présidente Ursula von der Leyen salue en privé l'intervention française comme une contribution utile au débat européen sans s'exprimer officiellement. Au Parlement européen, les élus français se montrent plus confiants. Nous avons désormais un espace pour exprimer nos positions avec clarté, déclare l'un d'eux. Au Conseil européen, le climat évolue également. Le président Charles Michel aurait confié en aparté « Ce discours a ouvert un nouvel espace d'expression pour tous ceux qui jusqu'ici hésitaient à contester certaines orientations. » 3 mois après ce choc diplomatique, les effets concrets commencent à se faire sentir. Le fameux budget européen consacré à la défense, longtemps mis en pause à cause de Berlin, est enfin validé. Sur le plan industriel, Paris arrache plusieurs victoires clés. Même du côté allemand, certains le reconnaissent. Le cornu a rebattu les cartes, confie un diplomate à demi-mot. Aujourd'hui, l'Allemagne n'a plus d'autre choix que de discuter. Fini le temps des ordres. Pour le chancelier allemand, en revanche, les conséquences sont bien plus amères. Sa cote de popularité chute à une vitesse vertigineuse. Les sondages montrent pour la première fois que l'opposition le dépasse nettement. Scholz a fait perdre la face au pays, titre un quotidien conservateur. Il a mis en lumière notre fragilité face à la France. La grogne s'installe même au sein de son propre camp. Plusieurs cadres du SPD, jusque-là discrets, commencent à évoquer l'idée de tourner la page. Olaf a grillé son crédit à Bruxelles, lâche l'un d'eux. Comment défendre nos intérêts en Europe avec un leader qui vient d'essuyer une telle défaite? Pendant ce temps, le cornu lui voit son aura grandir à vitesse grand V. Les capitales européennes se l'arrachent. Tous veulent rencontrer celui qui a osé tenir tête à Berlin. Sébastien est devenu un véritable phénomène européen, commente un diplomate français. Il incarne une France offensive, sûre d'elle, capable de renverser les rapports de force. 6 mois ont passé, et quand les analystes scruteront cette époque, ils pointeront ce jour-là comme celui où la France a regagné sa place en tête de l'Europe. Pas grâce à sa puissance industrielle, mais par une manœuvre politique audacieuse et une finesse diplomatique remarquable. Le cornu aura prouvé que même sur le continent européen, un petit peu encore renverser un géant. Ce face-à-face restera gravé comme le moment où l'Union a cessé de ressembler à un satellite de Berlin pour redevenir un projet d'équilibre et de respect mutuel, tout cela déclenché par 3 minutes de sang-froid français face à un excès de suffisance, et l'affaire ne s'arrête pas là. L'impact de cette passe d'armes dépasse les murs de la salle de conférence. Dans les semaines suivantes, c'est tout l'édifice européen qui commence à se réagencer sous le souffle provoqué par ce choc politique. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis suivent le dossier de très près. À la Maison-Blanche, le secrétaire d'État convoque son équipe Europe. Le cornu vient de modifier les équilibres. On pourrait bien avoir un nouveau partenaire de poids à Paris. Même au Pentagone, on réévalue la donne. Un général américain commente « Si Paris pèse plus que Berlin désormais, il va falloir réviser nos plans de défense. » Le cornu semble bien plus décidé que Scholz sur les enjeux militaires. Du côté de la CIA, les cartes sont rebattues. Dans une note confidentielle, les analystes américains admettent ce que beaucoup pressentaient déjà. L'ère où Berlin décidait seul pour l'Europe touche à sa fin. Paris reprend sa place sur l'échiquier mondial et il va falloir composer avec.
À des milliers de kilomètres de là, dans les salons feutrés du pouvoir chinois, l'évolution européenne est perçue comme une aubaine. Une Europe partagée entre deux pôles de pouvoir nous laisse davantage de marge, glisse un haut diplomate à Pékin. Le cornu soudain perçu comme une alternative à Scholz est discrètement invité à venir discuter de coopération stratégique dans la capitale chinoise. Du côté du Kremlin, le ton est plus calculateur. Seul le cornu nous semble moins crispé que Scholz, note un conseiller de Poutine. Sa mise en cause frontale de Berlin intrigue la Russie, y voit peut-être une brèche à exploiter. Pendant ce temps, en Afrique, la secousse se propage. À Dakar, le président sénégalais s'interroge à voix haute. Si la France retrouve du poids dans l'Union, peut-être que le dialogue Europe-Afrique changera enfin de tonalité. L'ascension de Le Cornu n'échappe à aucun continent. En Afrique, plusieurs chefs d'État saisissent l'occasion pour ouvrir les discussions sur des accords légués par l'ère Merkel. Avec ce changement d'équilibre, il est temps de rediscuter sur de nouvelles bases, glisse un président d'Afrique de l'Ouest. Du côté du Moyen-Orient, la dynamique intrigue aussi. Contrairement à Scholz, Le Cornu semble entendre nos priorités sécuritaires. Lâche un diplomate israélien en marge d'une conférence à Genève. À Abu Dhabi, l'agenda s'accélère. Les Émirats organisent une visite officielle du nouveau visage de la France pour discuter de coopération stratégique. De l'autre côté de l'Atlantique, à Brasilia comme à Buenos Aires, les chancelleries s'activent. Ce nouvel équilibre européen peut faire de Paris notre porte d'entrée privilégiée vers l'UE, se félicite le président brésilien. La surprise vient de Mexico. Les autorités proposent un sommet tripartite entre la France, le Mexique et l'Union européenne, clairement pensé pour contourner l'influence habituelle de Berlin. À Berlin, l'inquiétude. 3 petites minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour faire vaciller un demi-siècle de hiérarchie européenne. Olaf Scholz, fidèle à sa partition, venait de livrer sa traditionnelle démonstration de puissance allemande. Une allocution calibrée marquée du sceau de la supériorité. Dans son esprit, la France allait comme toujours hocher poliment la tête, un scénario bien rodé, mais cette fois la pièce ne s'est pas déroulée comme prévu. Sans prévenir, Sébastien Lecornu s'est levé, et ce qu'il a prononcé ensuite a gelé chaque regard. 3 petites minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour faire vaciller un demi-siècle de hiérarchie européenne. Olaf Scholz, fidèle à sa partition, venait de livrer sa traditionnelle démonstration de puissance allemande. Une allocution calibrée marquée du sceau de la supériorité. Dans son esprit, la France allait comme toujours hocher poliment la tête, un scénario bien rodé, mais cette fois la pièce ne s'est pas déroulée comme prévu. Sans prévenir, Sébastien Lecornu s'est levé, et ce qu'il a prononcé ensuite a gelé chaque regard, figé chaque respiration dans la salle du Conseil européen. Ce n'était ni une pique polie, ni une objection bien élevée. C'était un coup de tonnerre, la France ne baissait plus la tête. Berlin n'était plus le centre de gravité incontesté. Scholz, qui pensait tenir les rênes du débat, venait en fait de tomber dans son propre piège. À Bruxelles, dans l'enceinte feutrée du Conseil, l'ambiance, ce matin-là, n'avait rien d'ordinaire. 27 leaders étaient là officiellement pour parler finances. Mais dans les couloirs, on murmurait autre chose, un face-à-face imminent entre deux visions de l'Europe. D'un côté, la rigidité budgétaire allemande, de l'autre, l'agilité stratégique française. Le choc promettait d'être frontal. Scholz était arrivé sûr de lui flanquer de ses conseillers persuadés que l'arithmétique économique ferait une fois encore pencher la balance en sa faveur. Ce qu'il ignorait, c'est que Lecornu avait minutieusement affûté ses armes depuis des semaines. Le chef du gouvernement français n'était pas là pour discuter, encore moins pour céder. Il était venu changer les règles. Et pendant que tout le monde se concentrait sur les graphiques et les chiffres, un homme, peut-être le seul, souriait en silence, Emmanuel Macron. Le duel ne tarde pas à s'ouvrir. À peine la session entamée, Scholz prend le micro avec sa prestance coutumière. Sa voix tranquille mais pétrie de supériorité flotte dans la salle. C'est le ton de celui qui, porté par les chiffres de son économie, pense avoir toujours raison. « Mes amis européens », commence-t-il comme s'il s'adressait à des enfants turbulents, « l'Union traverse des vents contraires. Il est temps de revenir à la vertu rigueur budgétaire, discipline économique. Le décor est planté. Scholz déroule son menu habituel, attaque contre les déficits français, mépris,
voilé pour les politiques de relance et en dessert la sainte austérité allemande. Derrière chaque mot, un seul message: sans la stabilité germanique, l'Europe chancelle. Sûr de son effet, Scholz se croit maître du jeu. Mais la suite le prend de court. À la surprise générale, Lecornu ne mord pas à l'hameçon. Il reste impassible, note tranquillement et scrute la salle avec calme. Puis quand le chancelier conclut son exposé avec satisfaction, la voix du Français s'élève douce mais glaçante. « Avez-vous terminé, monsieur le chancelier ?» Pas un mot plus haut que l'autre, mais la pièce frissonne. Dans cette question se cache un défi. Scholz perd un instant ses repères. Lentement, Lecornu se lève, saisit ses feuilles avec une précision chirurgicale et annonce « Je souhaiterais apporter une réponse à ces remarques. » Et là, en quelques minutes, l'équilibre va s'écrouler. « Monsieur Scholz !» attaque Lecornu, son ton aussi calme qu'une mer d'huile. « Vous vantez la discipline budgétaire avec ferveur. Venant d'un pays dont la richesse repose sur les failles de ses voisins, c'est presque attendrissant. » Premier coup, et il frappe fort. La salle stupéfaite retient son souffle. Un tel ton envers l'Allemagne du jamais vu. Mais Lecornu n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il poursuit implacable. Tout en tirant un dossier de sa sacoche, il continue. « Permettez que je vous rafraîchisse la mémoire avec quelques données que votre équipe a visiblement laissées de côté. » Il lève une feuille comme un juge brandissant une preuve. L'Allemagne engrange un excédent commercial annuel de 300 milliards. Et savez-vous d'où vient ce trésor? De vos voisins qui consomment vos produits. Scholz tente de reprendre la parole, mais Lecornu lui coupe l'herbe sous le pied. Pas d'interruption, je vous prie. Cela fait des années que nous subissons vos leçons. Aujourd'hui, vous écoutez. Le climat change brutalement. On ne joue plus à la diplomatie feutrée, on entre en terrain miné. Votre prétendue vertu économique, monsieur Scholz, c'est un égoïsme soigneusement emballé dans du papier moral. Vous vendez des sermons d'austérité à vos voisins pendant que chez vous, vous bradez les conditions sociales pour rester compétitif. Vous dénoncez nos déficits parfaits, mais vous vivez grassement grâce à notre consommation. Et là, Lecornu touche une corde sensible. Les regards dans la salle changent. Certains dirigeants le fixent, mi-fascinés, mi-inquiets. Ce qui se joue n'est plus anodin. Mais le sommet de l'absurde dans votre grande leçon de morale, continue-t-il sans relâche, c'est votre stratégie énergétique. Vous nous parliez d'indépendance européenne pendant que vous dérouliez le tapis rouge à Nord Stream pour engraisser Vladimir Poutine. Et là, le choc est total. La salle se fige. C'est comme si l'air venait de se vider de tout son oxygène. Scholz pâlit. « Monsieur Lecornu, ce que vous dites est une... »« Une quoi ?» l'interrompt le Premier ministre, les yeux rivés sur lui. « Une déformation de quoi exactement? Votre dépendance aux hydrocarbures russes? Votre inertie militaire face à l'Ukraine? Ou peut-être votre indulgence constante envers le Kremlin ?» Scholz tente de reprendre pied. « L'Allemagne a toujours... » Mais Lecornu ne lui laisse pas le luxe de terminer. « L'Allemagne a toujours mis ses profits avant le bien commun européen, » tranche-t-il. « Et maintenant vous venez poser en modèle de vertu, laissez-moi rire. C'est tout bonnement grotesque. » L'ambiance dans la salle est devenue incandescente. Les interprètes, débordés par le rythme infernal, peinent à suivre. Les caméras clignotent comme de partout, capturant chaque mot, chaque froncement de sourcils. Et Lecornu. Toujours implacable, il poursuit son offensive comme s'il venait à peine de commencer. « On continue, monsieur le chancelier. On parle un peu de votre passivité dans la crise migratoire, ou bien de votre incapacité chronique à soutenir l'Italie et l'Espagne, à moins que vous ne préfériez discuter de votre veto permanent sur la défense européenne. » Scholz tente un dernier baroud d'honneur. Ses propos sont... Mais Lecornu, implacable, le coupe net en agitant un épais dossier. Parfaitement documenté. Ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits. Vous voulez que je lise les rapports de la commission, ou je laisse nos collègues italiens et espagnols vous rafraîchir la mémoire. Lecornu n'a même pas besoin d'insister. Le chef du gouvernement italien hoche la tête, celui d'Espagne le suit aussitôt. Et dans un éclair de lucidité, Scholz comprend qu'il n'a plus personne derrière lui. Ses fidèles d'hier viennent de changer de camp. Lecornu reprend la parole.
Son ton n'est plus seulement ferme, il est glacial, presque clinique. Monsieur le chancelier, votre erreur fondamentale, c'est de confondre autorité et domination. Un véritable leader inspire confiance, vous vous inspirez la peur, un chef unit les forces, vous les divisez. La salle est figée, presque en état de choc. Jamais, au grand jamais, un haut responsable français n'avait défié Berlin de cette manière. Scholz, qui régnait habituellement par le poids de ses chiffres, semble cette fois incapable d'articuler la moindre riposte. La France est lassée de votre morgue, lâche alors Lecornu chaque mot comme une gifle. Marre de vos sermons constants, de votre ton condescendant, de votre fausse générosité, emballée dans l'arrogance. Le mot est lâché. Arrogance, dans la bouche d'un Premier ministre face à un chancelier allemand. C'est un séisme, un terme que personne n'avait osé employer depuis des décennies. Vous voulez jouer les professeurs d'économie parfaits, mais dans ce cas, commencez par rendre vos copies. Un vrai budget européen, vous en avez peur? Allez-y, signez-le. Participez à la transition écologique au lieu de la ralentir. Et cessez de nous dire quoi faire, montrez donc l'exemple pour une fois. Scholz, dos au mur, tente de relancer le match. L'Allemagne verse davantage que... Mais Lecornu lui coupe l'élan d'un revers sec. Vous versez là où ça vous arrange. Vous ne financez pas l'Europe, vous investissez dans votre suprématie. C'est du calcul, pas de la générosité. Puis, se tournant vers l'Assemblée entière, Lecornu lâche une bombe rhétorique. « Mes amis, ouvrez les yeux. Dès qu'on ose remettre l'Allemagne en question, on nous traite d'ingrats. Mais l'Europe n'est pas une œuvre caritative allemande, c'est une aventure collective entre égaux, pas entre maîtres et disciples. » Ce qui suit dépasse toutes les attentes, la salle explose en applaudissements. Lecornu lui-même semble surpris. Les premiers à se lever sont les dirigeants de l'Est, bientôt rejoints par ceux du Sud. Une marée politique se lève. Même dans les rangs proches de Berlin, quelques applaudissements timides résonnent. Scholz, figé, ne sait plus où poser son regard. Son visage trahit un mélange de rage contenue et d'incompréhension totale. Jamais, depuis son arrivée au pouvoir, il n'avait été publiquement désarmé de la sorte. Lecornu s'assoit lentement, le calme revenu sur son visage. « Monsieur Scholz, l'époque où l'Allemagne imposait ses règles à l'Europe est close. Nous sommes disposés à avancer ensemble, mais plus jamais sous la contrainte. » Un silence massif tombe, puis petit à petit les conversations reprennent, mais chacun sait qu'un moment historique vient de se produire. En 3 minutes, l'équilibre du continent a changé. Très vite, l'onde de choc devient visible. Dès les premières heures, les délégations européennes forment un cercle autour de Lecornu, comme autour d'un général après la bataille. Le chef du gouvernement italien s'approche, lui serre la main avec gravité. Il fallait bien que quelqu'un dise tout haut ce que tout le monde pense à Berlin. Le Premier ministre espagnol enchaîne. On attendait ce moment depuis une éternité. Même les pays scandinaves, pourtant alignés depuis toujours sur l'Allemagne, prennent leur distance. Le Danois discret se penche vers Lecornu et murmure « Ce que vous venez de faire, c'est libérer la parole de tout un continent. » Pendant ce temps, du côté allemand, c'est la sidération. Le visage fermé, les membres de la délégation cherchent désespérément à colmater les brèches, mais il est trop tard, l'impact est déjà global. Pour la première fois depuis la réunification allemande, Berlin se retrouve isolé, marginalisé dans une enceinte européenne. Et les médias s'en emparent, comme d'un trésor tombé du ciel. ARD titre sans détour « Scholz humilié à Bruxelles ». BBC parle d'un tournant historique entre Paris et Berlin. Der Spiegel célèbre le retour de la France sur le devant de la scène. Mais c'est Politico qui résume le tout avec une formule implacable « Le Cornu a renversé la table européenne ». Sur les réseaux, c'est l'embrasement. Le hashtag #LeCornuVS grimpe en flèche, devient viral à travers tout le continent. En quelques heures, les vidéos de l'échange font le tour du web, visionnées par des millions d'internautes. Les commentaires affluent. Enfin, quelqu'un qui ne baisse pas les yeux devant Berlin, le cornu nouveau patron de l'Europe.